Voilà, ben, je pense qu'on va pouvoir tout doucement commencer. Déjà, bonjour à tous et à toutes. Un grand merci d'être venus de la part de la librairie Scientia. Merci au Salon de nous permettre d'animer cette conférence et merci aux deux autrices de s'être déplacées pour rencontrer le public de Mons. Moi, je m'appelle Lise Mérès. Et j'ai le grand bonheur aujourd'hui d'accueillir pour cette table ronde Sarah Seysouk et Grace Lee, qui sont deux des co-autrices du recueil de nouvelles Nos identités, celles qu'on nous impose, celles qu'on nous cache. Donc ce recueil a été un véritable coup de cœur de la librairie Scientia où je travaille. Et je vais donc commencer par leur laisser la parole pour qu'elles puissent se présenter, retracer rapidement leur parcours. Grace et Sarah, il me semble que vous avez toutes les deux de multiples casquettes professionnelles. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça un petit peu? Moi, je suis libraire depuis peu. Je fais des études littéraires en métier du livre. Et puis, j'ai aussi un compte Instagram qui s'appelle Inkaelo où je parle beaucoup de littérature jeunesse. Et justement, je suis un peu passionnée par la littérature jeunesse et j'en écris aussi. Donc, j'ai écrit cette nouvelle Voyage entre les mondes. Et j'écris aussi sur une plateforme qui s'appelle Short Edition. J'écris pas mal de récits pour la jeunesse aussi. Et j'espère que je serai amenée à faire d'autres choses. Bonjour à toutes et à tous, moi je m'appelle Grace Lee et donc je participe à ce recueil de nouvelles. Et par ailleurs, je travaille aussi dans différents domaines de la création et des médias. Je participe à des ouvrages, j'écris des ouvrages et je participe à des ouvrages et je co-anime un podcast sur les questions de société, notamment le racisme, et qui est dans sa 5e année, donc qui a qui est une centaine d'épisodes à son actif. Merci beaucoup. Maintenant que vous avez pu faire un petit peu connaissance avec nos invités, il est temps de rentrer dans le vif du sujet et d'aborder donc la raison de leur présence ici, donc leur contribution au formidable recueil Nos identités. Paru au mois d'avril, Nos identités, celles qu'on nous impose, celles qu'on nous cache, c'est un recueil de 6 nouvelles à destination des ados qui a été coédité par la maison d'édition Rajo et l'association Diveka. Et donc Diveka, c'est une association qui a pour but, comme on peut le lire sur son site, de valoriser la littérature jeunesse, les séries télé et toutes les œuvres culturelles à destination du jeune public, faisant la part belle à la diversité, qu'elle soit mélanique, culturelle, de genre, d'orientation sexuelle, mais aussi de handicap. Et effectivement, la notion de diversité est vraiment au cœur de votre projet de recueil et de votre travail par ailleurs, mais on pourra en parler plus tard. Et donc, dans la préface rédigée par Diveka, on peut lire, je vais peut-être lire. L'idée était de donner la parole à de nouveaux talents trop souvent invisibilisés ou stéréotypés par une société normative, alors que nos vies, nos expériences, nos cultures, nos corps, dans toute leur diversité, sont bel et bien présents dans cette même société. Et donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus en détail, peut-être vous, Grace, comment Diveka a vu le jour et quel est le projet exactement en fait avec ce recueil? Et j'aurais aussi voulu savoir quand est-ce que vous êtes rentrée dans l'aventure, quand vous avez pris contact avec Diveka et que vous êtes devenue du coup l'ambassadrice de Nos identités. Alors oui, en fait ce projet, c'est un projet qui est né de l'idée de cette association qui s'appelle Diveka, et c'est une association de promotion de cette notion qu'on appelle diversité qui est très large et un petit peu fourre-tout. Donc c'est aussi à manipuler avec finesse, parce que parfois on en saupoudre beaucoup et puis il n'y a rien à l'intérieur, mais Diveka c'est pas ce qu'ils font. Et donc cette association a émis cette proposition auprès de Rajo, qui est Rajo c'est une filiale d'un grand groupe, alors je sais plus, mais Hachette, voilà. Et donc qui est une petite équipe de femmes, en fait elles sont toutes des femmes, qui sont spécialisées dans la littérature jeunesse, et elles ont entendu cet appel et elles ont créé c'était la première fois qu'elles le faisaient, elles ont fait un concours, en fait c'est un appel à projet
et donc un appel à talent. Et pour que ça prenne de l'ampleur sur les réseaux sociaux, elles ont contacté plusieurs personnes pour ce qu'elles appellent être les ambassadrices donc du projet. Et moi, je faisais partie avec Jennifer Tajemi et Aya Sissoko, qui sont toutes deux des autrices, chacune dans un... Jennifer Tajemi, elle a écrit des essais sur des questions de féminisme, de société. Elle tenait aussi un podcast, c'est comme ça que je l'ai rencontrée. Et Aya Sissoko, c'est une écrivaine qui est déjà qui a reçu des prix et qui est aussi triple championne de, je ne sais plus exactement, mais triple championne de boxe, de quelque chose. Voilà. Et donc, elles nous ont réunis, et puis ça a été lancé sur les réseaux sociaux, et c'est comme ça que Sarah et donc les deux autres lauréates nous ont rejoints dans l'aventure, et que je vais nommer aussi, qui sont Awan Bongo et Nocturne. Et elles sont, et toutes les trois, vous avez, enfin, il y a eu énormément de réponses à ce concours. D'ailleurs, la maison d'édition nous a dit, mais c'est incroyable. Je ne pensais pas que ce serait un sujet qui intéresserait tant de monde, et c'est tant mieux, parce que je pense que beaucoup de... Et c'est pour ça que ce projet a été fait. Elles ont voulu sortir de leur bulle, puisque c'est aussi une industrie... comment dire, qui se renouvelle peu, voilà. Et donc par ce biais du concours, enfin de l'appel à talent, elles ont souhaité ouvrir une grande porte et laisser les personnes candidater. Et donc il y a eu une centaine de projets, enfin de textes, et moi j'en ai pas lu 100 déjà, j'en ai lu, elles ont présélectionné les textes, et moi j'en ai lu à peu près une vingtaine, et on s'est battu. Enfin, je veux dire, on avait une table de jury et on s'est littéralement mise dessus parce qu'on n'était pas d'accord sur qu'est-ce qu'on allait mettre dans le livre. Donc c'était pour dire que c'était pas... les gens n'ont pas écrit 3 phrases, sujet, verbe, complément, et envoyé le truc. C'était extrêmement bien pensé, c'était prenant. Voilà. Et on a décidé, donc en commun, moi c'était mon choix aussi, et que ces trois écrivaines feraient partie de ce recueil. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. D'accord, merci. Et donc vous, Sarah, justement, vous faites partie de ces 3 nouvelles plumes qui ont été repérées suite à un concours de nouvelles. Et donc, est-ce que vous pourriez nous raconter un peu comment ça s'est passé pour vous, cette aventure éditoriale? Du coup, c'est votre premier livre publié, et comment vous avez réagi en apprenant que vous aviez été sélectionné, etc. Du coup, le concours a été lancé, il me semble, en été de l'année passée, c'est ça? Ouais, en été 2021. Et moi, je l'ai découvert via les réseaux sociaux de Rajo, que je suivais déjà, vu que sur Instagram, je produis du contenu en rapport avec la littérature jeunesse. Et en fait, le thème du concours, c'était juste le titre du recueil. C'était nos identités, celles qu'on nous impose, celles qu'on cache. Et donc, il n'y avait que cette phrase-là. Et on nous encourageait à parler de notre identité, mais que ce ne soit pas spécialement autobiographique non plus, et à prendre vraiment l'identité au sens large aussi. Et je me souviens qu'il y avait eu aussi un live avec vous, justement, les 3 ambassadrices que j'avais suivies, évidemment, où vous donniez des conseils et tout. Et donc après avoir vu ce live, je me suis lancée. Et moi, j'avais envoyé mon texte le dernier jour du concours, parce que j'étais vraiment pas sûre de moi. Et puis, il me semble qu'en juillet, je me souviens que Rajo avait justement posté quelque chose comme quoi ils avaient reçu une centaine de textes. Et donc là, vraiment, moi, je m'étais dit que c'était mort. Et finalement, je crois que c'était en septembre que du coup, j'ai reçu la réponse positive, comme quoi mon texte allait être publié. Puis après, on était allé au Salon de Montreuil en décembre. C'était un peu le moment où le recueil a été annoncé. On a pu parler aussi devant des classes de lycéens, donc ça c'était sympa aussi parce que c'était quand même le public qu'on visait. Et puis le recueil est sorti en avril, et je trouve qu'il y a eu quand même beaucoup de travail éditorial sur le texte, alors que c'est qu'une nouvelle, mais je l'ai beaucoup retravaillé avec l'éditrice Agnès Guérin, qui a vraiment fait un super travail. Et puis après, depuis la sortie en avril, on a eu l'occasion de faire plusieurs tables rondes
Paris, là c'est la première en Belgique. Donc je suis contente, vu que moi je suis bruxelloise, je suis contente aussi de pouvoir parler au public belge. Et voilà, donc j'espère qu'on aura encore l'occasion de faire plusieurs rencontres. En tout cas, le recueil a été plutôt bien reçu, j'ai l'impression. Donc voilà. Super. Est-ce que vous pourriez maintenant du coup nous présenter ces fameuses nouvelles? Donc vos nouvelles s'intitulent respectivement La poésie du bubble tea et Voyage entre les mondes. Et peut-être aussi vous pourriez nous lire un extrait pour qu'on voit un peu votre plume. Voilà, je vous laisse la parole. Moi, ma nouvelle s'appelle Voyage entre les mondes et j'ai pas envie de trop en dire pour pas spoiler les personnes qui l'auraient pas lu. Mais donc c'est l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Souria et qui se sent un petit peu différent des autres en raison de son origine, son physique, mais aussi mentalement, psychologiquement, il se sent un peu à part. Et en fait, il est complètement dans sa bulle et il a un monde, une sorte de monde virtuel où il aime bien se perdre et où il se crée en fait une sorte d'identité. En fait, moi j'ai vraiment pris le pluriel de nos identités au pied de la lettre et j'ai voulu montrer comment une personne peut avoir plusieurs identités, et notamment avec ce rapport aux jeux vidéo, l'identité numérique, etc. Et puis évidemment la multiplicité de nos identités, l'identité de genre, l'identité ethnique, puis l'identité au niveau aussi mentalement. Et donc j'essaye de montrer comment ce garçon va jongler entre ces différentes identités tout en se perdant un peu dans son monde et en essayant en même temps de s'ancrer dans la réalité. Oui, je peux lire, tant que j'en parle, je peux lire mon petit extrait. Alors, je me suis découvert une grande capacité d'immersion. La psychiatre m'avait déjà dit que j'avais une tendance à dissocier. Elle m'a expliqué que mon esprit réagit parfois en oubliant mon entourage, et même mon propre corps, comme si une part de moi se détachait de la réalité. C'est un peu ce que je ressens face à mon écran. Dès que je joue, je fais abstraction de tout ce qui n'est pas le jeu, et j'entre dans une autre dimension. Je me suis hissée si haut dans le classement que j'ai une certaine réputation auprès des autres joueurs. C'est mon monde de l'autre côté du miroir, derrière l'écran. Si Alice s'y est perdue en suivant le lapin blanc, il me suffit d'un clic de souris pour m'oublier dans le pays des merveilles. M'oublier ou me rappeler à moi, car je ne me sens jamais plus vivant que quand les autres joueurs s'inclinent devant mes scores ou envient mon spin. Je vais peut-être vous proposer de vous asseoir pour la suite. Ouais. Ce sera voilà. C'est intéressant que tu parles de nos identités au pluriel parce que je pense que c'est la bonne appréhension de ces notions. D'ailleurs, on a changé, on a demandé à ce que sur la 4e, on mette au pluriel ce terme-là, parce qu'à un moment c'était notre identité, voici notre identité, et voilà, je trouve que qui nous sommes, qui je suis, qui vous êtes, qui nous sommes, c'est toujours quelque chose d'assez pluriel. En fait, on n'est jamais qu'une chose, on est plein de choses en même temps, et c'est ça qui rend les personnes uniques. Elles sont à la fois, moi je suis à la fois une autrice ici aujourd'hui devant vous, mais aussi une femme, une mère, une sœur, une amie, la fille de quelqu'un, voilà. Et tout ça, ça fait vraiment écho à ce que je suis réellement. Et aussi, c'est une notion qui est toujours en évolution, c'est-à-dire que c'est des choses que nous décidons, ou qui parfois nous sont amenées, en fait, et que nous embrassons. Et donc, c'était difficile pour moi au début de choisir comment entrer dans ça, parce que donc nous aussi pareil, on a vécu cette thématique en me disant voilà, tu fais ce que tu veux, c'est assez libre, et donc moi j'ai choisi de parler de ce que signifient nos prénoms, parce que il y a des personnes qui portent des prénoms qui ont des significations vraiment chères, c'est-à-dire qu'elles portent le nom de quelqu'un dans leur famille, une aïeule, un ou une aïeule,
Parfois, c'est une signification à un prénom, donc il y a un symbole qui est donné. Voilà, donc il y a vraiment une histoire derrière nos prénoms et j'ai voulu donc parler de cette histoire-là. Et donc, je vais vous lire un extrait de... Moi, si un jour j'ai des enfants, je leur donnerai des prénoms de stars, a dit Camille entre deux gorgées de son breuvage au ton dégradé de verre. Une fille, Zendaya, et un fils, Justin. Camille a prononcé Justin à la française, comme Justin Bridou dans la pub télé pour les saucissons à l'apéro. J'ai pouffé. C'est sorti tout seul. Je ne voulais pas me moquer. Camille m'a lancé des éclairs du regard. Elle vénère à la fois ce prénom et le saucisson. Je la connais depuis l'an dernier, mais parfois j'ai l'impression qu'on se connaît depuis toujours. Elle a ce trait de personnalité que j'aimerais trop posséder. Elle raconte tout ce qui lui passe par la tête. Les gens du lycée la trouvent spontanée. Elle ne cache rien. Pas besoin de se demander si elle pense vraiment ce qu'elle a dit ou de chercher midi à 14h. Moi, je tourne ma langue des millions de fois dans ma bouche et puis, quand je suis décidée à émettre un son, soit il est trop tard, soit je suis à côté de la plaque. La mère de Camille s'appelle Anne. Elle est restauratrice. Je croyais que ça voulait dire qu'elle tenait un commerce alimentaire dans le quartier, mais en fait, Anne restaure des statues en pierre dans les musées. Quand je suis invitée dans leur grand appartement, un peu plus haut sur l'avenue, elle insiste pour me prêter des beaux livres sur l'art avec un grand A. C'est comme ça qu'elle les présente. Je trouve ça très gentil. Mais ça m'a quand même paru bizarre quand Anne m'a confié d'avoir nommé Camille d'après une sculptrice morte dans l'oubli. Une fois, elle m'a prêté sa biographie. Camille Claudel, un destin tragique. J'y ai appris que malgré son talent, cette femme était restée dans l'ombre du célèbre Auguste Rodin qui fut son professeur avant de devenir son amant alors qu'il avait plus du double de son âge et qu'il était déjà marié. Sympa comme parcours. Je m'étonne que ma Camille soit en recherche d'inspiration de prénoms pour baptiser sa future progéniture. Merci. Voilà, donc quelles ont été vos sources d'inspiration en fait pour ces nouvelles? À quel point ces histoires sont-elles autobiographiques? Enfin, Sarah, vous l'avez dit que c'était pas le but de faire quelque chose de 100% autobiographique, mais est-ce qu'on peut quand même y retrouver une part de vous, de votre adolescence, vu que c'est des histoires qui mettent en scène des adolescents, ou pas du tout? Bah oui, je pense que forcément, avec un thème sur l'identité, on décrit toujours un peu une part de nous-mêmes, et moi ça me tenait à cœur aussi. Et en fait, pour la question des sources d'inspiration, l'histoire m'a été inspirée aussi par le sujet de mon mémoire que j'étais en train de rédiger au moment du concours. Donc j'ai fait un mémoire sur les jeux vidéo en littérature jeunesse. Et si j'ai fait ce mémoire, c'est aussi parce que justement dans mon adolescence, j'avais vraiment, je me sentais pas bien dans ma peau et j'avais vraiment une sorte d'identité numérique sur internet, via les jeux vidéo et tout. Et donc en fait c'est une question qui m'a toujours intéressée, la question de un peu fuir la réalité en fait, qu'on se sent pas bien dans la réalité, qu'on est même parfois rejeté en raison de son identité, mais on a envie de se créer une autre identité et de fuir un peu dans un autre monde. Et après un autre monde, ça peut être vaste, c'est pas forcément un jeu vidéo, c'est aussi pour moi ça a été pour la lecture. C'est pour ça que j'ai mis aussi beaucoup de références littéraires, notamment à Alice au Pays des Merveilles dans le livre, parce que moi c'était justement un peu mon univers littéraire dans lequel je me suis beaucoup réfugiée. Et donc je me suis inspirée un peu de ce sentiment, cette envie un peu de s'échapper du réel, puis forcément aussi de mon identité, mes différences et toutes les choses qui ont fait que parfois dans mon adolescence je me sentais vraiment à part. Mais après, je voulais pas faire quelque chose de 100% autobiographique non plus. C'est pour ça aussi que j'ai choisi un personnage masculin pour marquer aussi une sorte de distance. Et aussi parce que je me suis beaucoup inspirée notamment de ma famille franco-laotienne. Et il y a des personnes qui sont vraiment reconnues aussi dans le personnage que j'ai écrit. Donc en fait, c'est autobiographique dans le sens où il y a beaucoup d'éléments, des personnes qui me sont chères et des sentiments que moi j'ai eus. Mais après, en fait, c'est peut-être plus de l'autofiction, je peux dire, parce que c'est une fiction, mais où j'ai mis quand même beaucoup de moi-même et beaucoup de ma famille. Et après, aussi, forcément, vu que c'est à destination des ados, j'ai essayé un peu de me reconnecter aussi à ce que j'ai pu éprouver quand j'avais cet âge-là, quand j'avais l'âge de mon personnage, donc il y a 14 ans dans l'histoire. Mais je voulais pas avoir une posture où
où je vais m'adresser aux ados en leur donnant un peu, en leur faisant un peu la morale ou en ayant une posture un peu didactique. Et je me suis un peu connectée à mon enfant intérieur et voilà, en fait c'est sorti tout seul, mais forcément il y a une part quand même assez importante de moi dans la nouvelle. Je pense que je suis d'accord avec ce que tu viens de dire, Sarah. Je pense que en fait, quand on crée des personnages, peut-être que s'il y a des personnes qui écrivent dans la salle, vous le faites aussi, c'est qu'on met toujours un peu de nous dans nos personnages et c'est une manière aussi d'avoir de la compassion pour notre personnage, c'est-à-dire que c'est des personnes, même si là c'est pas le cas, mais même si on fait quelqu'un de très très méchant, c'est pas parce que c'est une personne méchante qu'on ne l'aime pas, c'est aussi parce qu'on a de l'empathie pour cette personne et on essaie de savoir d'où vient cette réaction qu'elle a au monde et ce rapport. Oui, donc ces personnages aussi que j'ai mis en scène, c'est aussi des personnes qui... Je connais vraiment une femme qui est restauratrice. Et vraiment, quand elle m'a dit qu'elle était restauratrice, j'ai cru qu'elle avait un restaurant. Et je lui ai dit, mais c'est super, c'est où? Et elle m'a dit, non, je travaille au musée du Louvre. Et là, je me suis rendu compte du sens des mots. C'est-à-dire que moi, je suis une fille de restaurateur. Donc forcément, quelqu'un qui me dit, elle est restauratrice, pour moi, il n'y a pas d'autre moyen qu'elle soit autre chose. Et bien sûr, elle ne connaît que des restauratrices et restaurateurs de musées. Et donc pour elle, elle dit ça comme... Enfin, pour elle, et en fait, ça pose la question de cette... les mots, en fait, ils sont à l'image des personnes qui les utilisent. Et aussi, on leur donne un sens parce que c'est notre environnement et notre perception et notre vie. Et donc, je trouve ça, je trouve ça bien, en fait, que les mots aient plusieurs sens et qu'on puisse... en fait, confronter notre vision du monde à travers ces mots-là. Et aussi, bien sûr, donc moi, ça fait très longtemps que j'ai été ado, donc j'ai pas pu réellement me connecter, vu que, par contre, j'ai des adolescents aujourd'hui, et je me suis dit que, en fait, j'essaye pas d'être jeune, je sais pas que ça marche, j'essaye de raconter une histoire qui intéresserait mes enfants, mais dans la manière où, comme tu dis, ce n'est pas quelque chose, je ne vais pas leur dire c'est mal de manger trop de sucre, n'allez pas trop bubble tea, non, c'est pas ça mais c'est d'être dans en fait, le récit plus que les leçons qu'on pourrait en tirer si on est enfant et qu'on lit ce texte. Mais en réalité, il y a plein d'adultes qui l'ont lu et qui s'y retrouvent. Donc je pense que quand on dit littérature jeunesse, c'est peut-être un peu... ça s'adresse bien sûr à des personnes qui ont un certain âge, mais ça veut aussi dire que c'est très large. Justement, c'était peut-être votre premier projet en littérature jeunesse. Qu'est-ce qui vous a... En fait, est-ce que vous avez vu peut-être des différences dans la façon d'écrire ou dans le travail avec vos autres projets d'écriture qui sont plutôt destinés à des personnes adultes? Alors, j'ai publié un roman il y a 5 ans, il y a 4 ans, il y a 4-5 ans, où c'était un roman qui est sorti en adulte, mais en fait, quand il est sorti en poche, ils l'ont mis en jeunesse. Et j'étais hyper contente parce que je trouve que c'était une bonne manière de le... en tout cas, j'étais pas vexée, parce qu'il y a plein de gens qui m'ont dit, t'es sûre, mais littérature jeunesse, c'est un peu moins prestigieux, tu vois. En fait, si ça veut dire que des personnes vont le lire et qu'elles auront l'âge du personnage, ça me plaît. Et d'ailleurs, cette année, ça fait 2 années de suite qu'il est au programme d'un collège de région parisienne où je suis originaire. Et donc il étudie en français et en histoire-géographie pour la partie éducation civique et morale et civique, ça s'appelle EMC. Et donc je suis allée rencontrer ses élèves. Et il y en a même plusieurs qui m'ont dit, Madame, d'habitude j'aime pas les livres qu'on lit parce que les gens sont tous morts, mais vous, ça va. Donc c'était pour moi ça m'a fait vraiment très plaisir de rencontrer ces lecteurs et ces lectrices qui ont s'identifier au personnage, même si ils ne sont pas asiatiques ou ils ne vivent pas dans un restaurant, parce que le premier livre que j'ai écrit et donc
donc je ne sais pas s'il y a une réelle différence pour moi, évidemment, grâce à l'éditrice, donc Agnès Guérin, que tu as nommée tout à l'heure, qui a été qui nous a rappelé, oui là c'est peut-être un petit peu compliqué, enfin peut-être que ça, tu pourrais le dire autrement, c'est peut-être un peu difficile à comprendre, alors je ne sais plus exactement quel retour elle m'a fait, mais il y a eu des choses où elle me dit, bon bah, faut se souvenir aussi que, en fait c'est toujours ce truc de se dire, on parle à des personnes plus jeunes que nous, donc faut pas... Ça sert à rien de simplifier les choses parce que c'est des personnes qui sont capables de comprendre plein de choses, mais il faut penser à ne pas faire des raccourcis qui seraient des raccourcis, des présupposés qu'on aurait. Je pense que c'est juste ça, d'être consciente que y a des références culturelles aussi qui sont évidemment me parlent et que et là j'ai d'autres... je parle de Zendaya alors que j'ai pas forcément Zendaya. Voilà. Non, pas écoute, pardon, c'est la chanson aussi. Voilà. Je ne dirais pas. Voilà. Et du coup, maintenant je vais vous demander si on va un peu revenir sur un autre de vos projets qui est Kiffe ta race. Et donc ça, c'est votre podcast dont vous avez parlé tout à l'heure. Et il y a eu aussi une sorte d'adaptation en livre que vous avez co-signé avec Rokhaya Diallo et qui est paru au début d'année. Et en fait, j'aurais voulu vous demander de lire un extrait que j'ai sélectionné qui me paraît vraiment intéressant. Est-ce que vous pourriez lire l'extrait ici qui parle justement de la question des représentations, tout comme le recueil de nos identités? L'art n'est pas neutre, mais rien n'est neutre en ce monde. L'art est le support de nos représentations, nourri par des points de vue situés. Et l'histoire de l'art est celle des représentations dominantes. Comme tous les moyens d'expression de la vie, l'art est pétri de représentations collectives. Cette reproduction artistique est essentielle car c'est à partir de notre patrimoine culturel que se fonde notre humanité commune. C'est lui qui ancre notre créativité, notre spiritualité et notre imaginaire que nous transmettons à notre tour à nos enfants. Nos espaces publics devraient célébrer toutes nos richesses culturelles et pourtant, le manque de pluralité y est aussi criant que dans d'autres domaines. Autrement dit, sur le plan artistique comme ailleurs, ce sont souvent les mêmes qui tiennent le haut de l'affiche. Merci beaucoup. Et du coup, quand j'ai lu ça, ça m'a amené en fait à me demander si nos identités peuvent être considérées quelque part comme le prolongement de cette réflexion sur les représentations, sur l'art, sa dimension située, qui est initiée avec Kiffe ta race, donc un livre plus théorique, mais qui reste très accessible, qui vulgarise vraiment bien. Et donc, je voulais savoir si face à cette question de représentation et à l'importance en fait qu'elles ont, votre pratique d'écriture, et ça peut aussi valoir pour Sarah, est-ce que l'écriture c'est pour vous un peu un acte militant pour enrichir ce patrimoine culturel dont vous déplorez justement le manque de diversité, comme vous disiez, le manque de pluralité, et est-ce que justement c'était vraiment une idée qui est au cœur de vos différents projets plutôt fictionnels? Oui, je pense que ce qui nous a amené à créer ce podcast qui s'appelle Kiffe ta race, c'était le constat que nos expériences, enfin, vivre du racisme, en fait, c'est une expérience sociale. C'est qu'on vit le racisme à travers le regard des autres. Donc, en fait, quand je me lève, je me sens, comme on disait, plein de choses. Nos identités sont plurielles. Mais quand je marche dans la rue et qu'on me dit ni hao, ou que quand je vais à l'école et qu'on me dit mais toi tu devrais faire des maths parce que je crois que tu es très bonne en maths, ou bien c'est-à-dire qu'en fait on met les gens dans des petites cases de ce qu'on pense qu'ils devraient faire ou devraient être, et ensuite ça réduit leur champ des possibilités. Et en fait pour nos enfants on a envie que leur champ soit immense, qu'il soit aussi grand que l'horizon en fait, et donc ça c'est par rapport au racisme, et on a on a une forme de préconception des choses dans la vie. On dit souvent non mais l'art c'est quelque chose de... Ça ne peut pas être raciste en fait, puisque l'art c'est de la création, et donc ça échapperait à une forme d'oppression, ça échapperait au sexisme, ce genre de choses. Et en fait, hélas, l'art est dans ce monde, et donc subit les rapports de force qui existent dans ce monde depuis l'histoire les façonne. Et donc notre art, il reflète notre société, et donc le fait qu'il n'y ait... Moi quand j'étais petite, le seul endroit où j'avais des livres,
c'était la bibliothèque municipale de ma commune. Et il n'y avait aucun livre qui portait des personnages qui avaient ma vie. Il y avait des personnages asiatiques, mais ils étaient traduits du chinois vers le français. Et cette traduction ne me connaît, parce que moi je parlais pas le chinois, et que la vie des personnes qui vivaient à Pékin ou qui vivaient au temps des mandarins, ça ne reflétait pas du tout la vie que je vivais. Et donc moi je me suis construite avec beaucoup de représentations qui ne me ressemblaient pas, et ça m'a pas, enfin je veux dire, je vais bien, hein, mais peut-être que j'irais mieux si j'avais eu des modèles de jeunes filles, de jeunes professionnels, ou je sais pas, qui auxquels j'aurais pu m'identifier aussi physiquement, et en me disant ah ça vraiment ça peut être ma tata, ou ça peut être quelqu'un de mon entourage proche, et voilà qui m'inspire. Et effectivement, ce projet, moi j'ai accepté parce que je me suis dit, alors que j'avais jamais écrit pour les plus jeunes, je me suis dit, c'est exactement le livre que, évidemment j'ai forcé mes enfants à le lire, même si ça marche jamais, ça marche pas vraiment quand c'est... Mais bon, c'était important pour moi que de sentir leur soutien. Et bien sûr que ça fait... oui, militant c'est un mot, mais je pense que c'est l'acte d'écriture, il est pour beaucoup de femmes en fait un acte militant, parce que là on peut le voir parce que Annie Ernaux a reçu un prix Nobel, et que ça fait remonter énormément de choses sur les batailles qu'elle a dû livrer tout au long de sa vie. Enfin, il fut un temps où les gens disaient que ce qu'elle écrivait c'était quand même moche, quoi. Enfin, faut se rappeler que les gens lui ont dit non mais c'est nul ce que tu fais, et c'était quand même ça son époque. Et aujourd'hui on se dit c'est génial, et elle a ouvert la porte à tellement de personnes, mais c'était il n'y a pas si longtemps que ça, hein. C'était hier, quoi. Donc, et donc ce combat-là il continue, et d'autres femmes aujourd'hui aussi, enfin d'autres femmes et d'autres hommes, hein. Enfin, mais c'est vrai que ce combat-là il est encore plus ardu pour les personnes qui souhaitent bouger les choses. Et vous, Sarah, du coup, cette dimension de représentation, elle est aussi importante dans vos lectures, par exemple Oui, forcément, mais après, en fait, moi, j'ai pas écrit vraiment comme un acte militant. C'est plus, j'ai l'impression que c'est d'abord une démarche personnelle, mais que forcément, ça a une conséquence. Et par exemple, moi, pour cette nouvelle, donc, comme je disais, il y a quand même une bonne part de moi dedans. Donc j'ai écrit aussi pour faire exister cette part de mon identité dans la littérature, et faire exister ce type de personnage qui me ressemble, et qui ressemble aussi à d'autres personnes qui peut-être se sont jamais senties vraiment comprises, et en plus dans la société. Et donc en fait c'est une démarche avant tout qui est presque... qui est naturelle, qui est personnelle, et parce que comme on le disait, quand on écrit, forcément on met toujours une part de soi dans nos personnages. Mais c'est vrai que du coup, a posteriori, c'est une sorte d'acte militant, parce que ça fait exister dans la littérature d'autres types de personnages que ceux qu'on a l'habitude de voir, et notamment en littérature jeunesse. Pendant longtemps, il y a eu des personnages qui étaient un peu des petits princes, quoi, des petits garçons héroïques, blonds. Donc voilà, en fait, ça a une conséquence forcément ce qu'on fait, mais je pense qu'on le fait beaucoup d'abord pour nous-mêmes, et pour se sentir... parce que l'écriture peut être une forme de thérapie aussi, quoi. Enfin, moi, je le vois vraiment comme ça. Juste pour ce qu'elle vient de dire sur... En fait, et c'est aussi le fait de proposer un tel livre, qui n'est pas un livre... un livre où on met le mot diversité sur la couverture, c'est pas forcément vendeur, et donc aussi la maison d'édition, la distribution, les librairies qui ensuite font le travail de donner au lectorat, ça aussi c'est des actes qui sont sur la même ligne je sais pas si militantisme c'est le mot, parce que c'est souvent perçu assez négativement, le militantisme, comme si alors que en fait c'est vraiment extrêmement positif pour moi, cette proposition. Et donc c'est vraiment tout en fait il y a plusieurs corps de métier là qui s'alignent pour rendre cela possible.
Et justement, ça m'amène en fait à ma question suivante. D'après vous, qu'est-ce qu'on peut mettre en place concrètement pour rendre la littérature jeunesse plus inclusive, plus représentative de la diversité des identités, à part bien sûr ce recueil, mais au-delà de ça? Bah, moi je pense que en fait il faut tout simplement multiplier les voix, enfin, donner plus de la parole et la plume en l'occurrence à plus de personnes différentes pour justement pouvoir représenter une part plus large de la société. Et justement le concours pour nos identités, c'était vraiment dans cette optique-là. Et je trouve que ça avait du sens en fait de le faire sous forme de concours parce que le monde de l'édition, moi qui étudie le métier du livre et qui maintenant travaille dans le métier du livre, je me rends bien compte que c'est un milieu qui est assez fermé et où on voit toujours un peu les mêmes têtes et c'est vraiment très dur d'entrer et voilà, pour faire publier un manuscrit comme ça en venant de nulle part, c'est vraiment très difficile en fait. Et du coup là, faire un concours et proposer à des personnes qui n'ont jamais vraiment été publiées mais qui aiment écrire, de voir leur texte publié dans une maison d'édition. Voilà, Rajo, ça a quand même une certaine résonance, ça appartient au groupe Hachette, où c'est vraiment bien distribué et tout. Et c'est une occasion en fait de donner la parole à des personnes qu'on ne voit pas dans le monde de l'édition. Et c'est une sorte de porte d'entrée en fait. Et ça, je trouve que en fait, c'est une bonne technique pour essayer justement de laisser voir plus d'identités différentes dans la littérature. C'est vrai que c'est une grande question et en fait il y a un paradoxe un paradoxe apparent là, c'est-à-dire qu'on n'a jamais, il n'y a jamais eu autant de livres qui ont été publiés, il n'y a jamais eu autant de productions cinématographiques, audiovisuelles, parce qu'il y a des plateformes aujourd'hui, et pourtant le problème reste le même, c'est-à-dire qu'il y a peu de, ce mot, la diversité, l'inclusivité, tous ces mots qu'on nous sert en médias, mais donc en fait il y a le volume est exponentiel et pourtant ce sont les mêmes types de récits, de narrations qu'on nous propose. Et donc c'est vrai qu'il y a un goulot d'étranglement quelque part et qui n'est pas résolu parce que si vous demandez à moi quelles sont mes solutions, ça ne sert à rien. Il faut demander aux patrons les patrons des maisons d'édition, les patrons des chaînes de télé, ceux qui financent en fait, parce que si moi je dis oui, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça, moi quel pouvoir j'ai, je peux juste écrire dans ma chambre et demander est-ce que s'il vous plaît vous pourriez le publier et même des gens qui disent non mais attendez, moi j'ai déjà eu des choses comme vous savez on a déjà une autrice un peu comme vous dans notre écurie, donc en fait et je me dis et c'est des gens qui sont sympas en fait, hein, c'est même pas donc voilà, en fait et comme on dit, j'ai déjà une autrice femme, donc c'est bon, comme toute la même chose, c'est pas la peine que j'en ai deux quoi, parce que c'est un peu redondant et donc c'est ça en fait, c'est ça en fait nous on a plein d'idées, mais en fait où elles vont nos idées à la poubelle en fait, donc c'est voilà c'est vrai que ces questions-là elles devraient être extrêmement publiques et lorsque on les évoque sur un plan plus large que ça, en fait on dit ah non mais il faut que les gens soient responsables et en fait la conséquence c'est que les gens se sentent coupables et là ça va pas du tout, c'est-à-dire que les gens disent non mais quand même on va pas avoir honte d'être qui nous sommes. Personne ne doit en avoir honte en fait, mais juste il y a un travail à être fait, il faut le faire. Et si on a honte et qu'on est dans une forme de déni, on se réfugie dedans et voilà, donc là en fait le problème ne se résout pas. Et du coup, pour conclure, avant de laisser la parole au public, j'aimerais bien savoir en fait quels sont vos prochains projets d'écriture à toutes les deux. Et ben moi, j'ai plein de trucs dans les tiroirs qui n'ont pas pris, qui ne prennent pas vie, voilà, mais qui sont en cours. Donc c'est un peu le problème de la. En fait, je pense que clairement, l'écriture nécessite beaucoup de temps et de. Enfin voilà, tout le monde cite Virginia Woolf qui dit qu'il faut une chambre à soi et 50 000 de rente, je ne sais plus combien c'est là. Mais bon, voilà. Et quand on n'a pas ni une chambre à soi ni 50 000 de rente, on écrit moins.
Et donc, moi, c'est ma lutte de mettre mon écriture sur le devant de mon travail et de ne pas voilà, de fermer cette porte et de pouvoir me dédier à ça un temps, et après reprendre mes obligations, quelles qu'elles soient. Mais c'est vrai que cette décision-là, elle est compliquée, et surtout quand voilà, quand mes enfants sont en âge d'avoir besoin de moi. Enfin, les enfants ont toujours besoin de leurs parents, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des fois où ils sont beaucoup plus derrière la porte à toquer. Et c'est voilà. Donc ça c'est un vrai problème. Et moi du coup, comme je disais, ce recueil, ça m'a un peu ouvert une porte dans mon émission, donc j'aimerais bien continuer à en faire partie. Et là, concrètement, j'ai un projet d'album jeunesse et un projet de roman jeunesse. Moi, j'ai vraiment envie de continuer d'écrire pour la jeunesse. Et voilà, j'espère que ça va se concrétiser. Mais j'ai déjà le soutien de Rajon pour mon projet de roman, donc... Ben, on vous le souhaite. Et du coup, maintenant, je voulais vous remercier pour cet échange vraiment passionnant. Et c'est le temps des questions. Donc, si jamais vous avez des questions à poser aux autrices, n'hésitez pas. On a encore une vingtaine de minutes, donc c'est parti. Oui, bien sûr, il est en vente sur le stand de la librairie Scientia. Et c'est vrai, j'ai oublié de le dire, mais Grasly et Sarah Sessouk seront en dédicace en fait juste après la conférence, pendant 2 heures, il me semble. Donc après, si vous voulez échanger avec elles autour du recueil, le faire dédicacer, c'est en bas que ça se passe. C'est un peu difficile, parce que quand on ne l'a pas lu, voilà, il est un petit peu compliqué de nous demander des explications sur les choses. Pas des... Ça donne envie quand même, hein, même si on est plus en même quand même toujours les élèves. Ah, une question. Ah, non, moi c'est pas une question, c'est juste que j'ai vraiment eu un énorme coup de cœur pour tout le recueil. Il était vraiment génial. Ça vaut la peine d'être lu. Ah, totalement. Qu'est-ce qui vous a interpellé le plus? Tous les nouvelles séries différentes, en fait, en termes d'écriture, en termes de thématiques qu'ils abordent aussi, les enjeux aussi qu'elle représente. Chaque film est vraiment exceptionnel. Très différente, en fait, très différente. Non. Chaque nouvelle est totalement différente sur le thème. oui, même C'est différent. au niveau du style d'écriture, c'est vrai que on n'a pas trop parlé ici des autrices qui ne sont pas là, mais il y a par exemple Aya Sissoko qui a écrit ça en fait sous forme de pièce de théâtre, et donc ça donne une autre perspective. Et je pense que c'est parce que Aya, maintenant, elle travaille justement elle est comédienne, je pense, non et, je pense que ça, c'est dont elle m'avait parlé, et donc, du coup, elle a voulu écrire une pièce de théâtre. Et c'est vrai que les 6 nouvelles sont vraiment... je sais pas si c'était une volonté, j'imagine que c'était une volonté de la part du jury aussi de sélectionner des nouvelles de style assez différents et qui abordent des questionnements différents aussi, quoi. Bah, nous, quand on a écrit moi j'ai écrit le texte avant de lire les nouvelles des candidats et des candidates. Et donc, c'est vrai qu'il n'y a pas, comment dire, c'est vrai que j'ai prié quand même pour que personne n'écrive la même chose que moi. Parce que ça aurait été trop bête. Et en fait, il n'y a pas eu du tout de... Enfin, c'est dingue, comme en fait, les gens sont très créatifs, donc c'est vrai que c'est quelques mots, mais en fait, ça donne à plein de personnes des idées, parfois même pas du tout, vraiment imprévisibles. Donc, et donc là, on n'a pas pu... Il n'y a que 3 lauréates sur le nombre de... Je pense qu'elles auraient eu largement de quoi faire un deuxième recueil, mais bon... en fait, donc je pense que c'est important pour la maison d'édition de voir si ça va fonctionner en fait. Quoi. Si ça va fonctionner. Ben oui, parce que c'est pas non plus parler de militantisme, mais souvent le militantisme c'est bénévole.
Les personnes qui vont dans la rue, qui tiennent des pancartes et qui font changer les gouvernements, c'est des gens qui font ça sur leur temps personnel. Et ça, c'est pas un truc bénévole, elles sont payées pour ça. Donc si ça fonctionne pas, et les commerciaux vont leur dire écoutez, ça se vend pas, on va le mettre au pilon, et puis en fait on n'en fera pas. Donc c'est vrai que c'est aussi, il y a aussi une logique commerciale qui vient, il faut que les gens se disent ça me parle, et puis et de soutenir. C'est vrai que c'est hyper, enfin de toute façon, toutes les personnes dans la création connaissent ça, c'est que vous créez un restaurant ou que vous créez, enfin toute forme entrepreneuriale nécessite du soutien de votre entourage. Ouais. Il y a un fil conducteur entre les différents ou ce sont des apartés, des parties. C'est vrai que le fil conducteur, ce serait cette notion de parler de soi en fait, de qui nous sommes, de qui vous êtes, enfin et de nous montrer une facette de cette personnalité, de cette identité qui est propre à cette personne-là et à leur manière. Donc Aya Sissoko qui travaillait sur les planches, elle a choisi la forme de la dramaturgie, donc ça lui est propre dans ce recueil puisque personne d'autre n'a pris ce chemin-là, et elle, c'est un dialogue mère-fille avec un dialogue qui comporte des formes de violence parce que à un âge où on souhaite s'émanciper du joug familial, on peut avoir des mots durs envers son parent, et donc et puis le parent vit une réalité qui est aussi difficile, et voilà. Donc ça c'était un choix qui était extrêmement personnel de Aya et très intéressant. Voilà. Et Jennifer Padjemi par exemple, elle parle de du thème de la gentrification. Et la gentrification, c'est dans un quartier qu'elle cite, c'est un quartier de région parisienne qui est un quartier d'ouvriers avec des bâtiments, des maisons ouvrières, des jardins ouvriers, et qui actuellement a été renouvelé par le Grand Paris et donc pousse vers la sortie des personnes qui sont là depuis 30, 40 ans et qui ne peuvent plus se permettre d'acheter de quoi manger autour d'elles parce que tout a augmenté, parce que les plus riches arrivent. Et donc elle s'est saisie de ce sujet-là, qui est un sujet social, mais elle le fait à travers une relation aussi familiale, ouais, et des personnes qui sont sommées de quitter un endroit qu'elles aiment, alors que, Et Awa Ndongo, elle parle d'un moment très précis de notre parcours scolaire à tous et à toutes, qui est la photo de classe. Et donc ça, tout le monde peut se souvenir de ce moment où on est... Il y a des gens qui s'apprêtent, des gens qui sont sur leur 31, qui mettent de la gomine, qui sont vraiment... et donc elle parle d'une jeune femme qui souhaite venir en habit traditionnel de son pays et qui ne sont pas à l'aise en fait avec, alors que c'est son plus bel, enfin c'est l'habit qu'elle préfère en fait, parce que ça rend fière ses parents, ça la rend fière elle, voilà. Et donc elle échange de ça avec ses camarades de classe et elle trouve une solution. Je veux pas dire la fin, mais c'est une nouvelle heureuse. Et voilà, donc chaque personne a vraiment choisi un angle, parce que la photo de classe, par exemple, c'est une identité figée de qui nous sommes. Quand on les regarde, on regarde la tête des gens, on se dit oh là là, c'est vraiment un souvenir très précieux. Et donc elle s'est saisie de ça, donc c'est voilà. Mais sur la question du fil conducteur, aussi, je me souviens que l'éditrice Agnès, elle avait dit qu'elle avait été surprise de voir qu'il y avait plein de petits échos en fait, entre nouvelles, alors que du coup, forcément, c'est pas du tout concerté. Mais donc, en fait, il y a des questions qui reviennent, notamment la relation entre parents-enfants. C'est un thème qui est assez récurrent, même dans ma nouvelle, j'en parle aussi, dans la tienne aussi. Elle m'avait aussi dit, et c'est vrai, la question de la nourriture, en fait, la nourriture traditionnelle d'un pays ou quoi, et il y a plein de petits éléments comme ça qui reviennent d'une nouvelle à l'autre, qui sont échos, quoi. Et je sais que Agnès, elle a beaucoup réfléchi à l'ordre dans lequel présenter les nouvelles. Elle m'a pas vraiment expliqué pourquoi cet ordre-là, mais en tout cas, tout ça a été réfléchi, quoi. Il y avait une question aussi. Il y
Alors, oui, c'est vrai que il y a eu 3 lauréates. Et il y a eu donc une centaine d'entrées et moi j'ai lu, enfin, la présélection c'était, je pense qu'il y avait une vingtaine de textes. Et il s'avère que ce sont toutes des femmes. Alors je ne sais pas si c'est parce que l'écriture est aussi c'est aussi un domaine où il y a des femmes qui souhaitent entrer et qui n'en font pas. Parce que, et donc ça c'est un moyen. Et aussi je pense que peut-être les gens qui suivent le compte de Rajo et les personnes qui suivent les comptes des personnes qui sont ambassadrices, donc moi, Jennifer Fadjimi et Yasugo, c'est aussi beaucoup de femmes. Je ne sais pas comment. Ce qui fait que. Alors il y a eu très peu de personnages masculins, alors Sarah en a mis un dans son travail. Il y en a eu aussi. Mais en fait, il faut aussi se dire que quand on lisait les textes, on n'avait qu'un pseudonyme, parfois on n'avait pas de nom, donc on ne savait pas réellement qui les avait écrits. On savait juste que, alors parfois c'était très clair, il y avait des personnes qui laissaient, qui mettaient leur nom complet et clairement c'était une personne de genre féminin. Mais il y avait des personnes qui, par exemple Nocturne, qui écrit là, c'était son nom enfin, on ne savait pas, enfin moi je savais pas si c'était une personne. Après c'est une nouvelle qui parle de la fluidité des genres, d'être queer, voilà. Donc parfois on se dit, enfin on ne sait pas en fait, mais on sait aussi que il y a, moi par exemple, je sais que le podcast que je co-anime, il est en large proportion écouté par un auditorat féminin, donc voilà, on se doute que les personnes qui sont sensibles à ce genre de sujet, c'est aussi des personnes qui subissent une forme de rejet, d'oppression par rapport à la société et que forcément elles sont solidaires voilà, c'est aussi ça qu'on dit. Moi j'avais une question par rapport au titre. Est-ce qu'il a été choisi après que toutes les nouvelles aient été proposées ou est-ce que, je veux dire, au départ, avec le concours, on a dit ben voilà, on va partir sur ce titre-là ou juste l'identité. En fait, c'était le thème du concours, c'était nos identités, celle qu'on nous impose, celle qu'on cache. En fait, elle demandait à quel moment le titre du recueil avait été choisi, si c'était avant ou après le concours de nouvelles. Voilà. En fait, c'était le thème du concours, nos identités, celles qu'on nous impose, celles qu'on cache. C'était juste la seule phrase qu'on nous avait donnée pour écrire dessus. Après, je ne sais pas si pour les ambassadrices, vous aviez le titre avant d'écrire votre texte ou... On avait la même chose, on avait cette phrase, et il fallait écrire dessus. Et ensuite, quand il s'agissait de faire le livre, moi j'ai trouvé qu'il était un peu long. Donc j'ai dit, je trouve quand même c'est un peu long. Il y a quand même plein de mots, je sais pas, aujourd'hui la mode est au titre court, donc je sais pas, j'ai dit ça, et en fait elles m'ont dit oui mais c'est très difficile de réduire la thématique, parce qu'on voudrait un titre qui, donc, si on met nos identités, bon, c'est vrai que c'est pas suffisant, et vraiment c'est, voilà, ce qu'on nous impose et ce qu'on cache, c'est deux formes un peu presque extrême, et entre les deux il y a vraiment toute une palette de nuances, et donc c'était intéressant d'avoir ces deux extrémités en fait pour brandir donc elles ont choisi de garder ce titre qui reflète mot pour mot donc le thème du concours, et en fait c'est très bien, en fait finalement ils ont raison, moi Et qui a choisi le titre en fait? C'est plusieurs personnes ou une personne? Moi, je pense que c'est quand même il y a une femme qui s'appelle Agnès Guérin qui est éditrice du recueil, donc elle travaille avec chaque personne pour faire les petites corrections, les directions s'il faut, ça c'est son travail d'éditrice, et ensuite elles ont une personne qui s'occupe du marketing, donc qui vraiment, et ça je pense que le titre aussi c'est travaillé, il faut que ça ait une portée, il faut que ça parle, il faut que l'équipe commercial puisse aller le vendre chez les libraires, que les libraires soient conquis, sinon le livre il reste au fond du carton. Donc je pense qu'il faut que ça recueille l'assentiment de nombreuses personnes, ça passe quand même plusieurs étapes avant d'être validé. Quoi. Et moi personnellement, quand je lis le titre, ça m'interpelle. C'est vrai quoi. Parce que déjà, c'est vrai, on a plusieurs identités
vais à mon librairie, j'adore regarder les belles couvertures et les titres m'attirent. Donc voilà, je trouve que c'est... Ah oui, et je voulais aussi dire que cette illustration, c'est Naomi Kado qui l'a faite, qui est une illustratrice qui a aussi été, qui a été aussi recrutée via les réseaux sociaux. C'est vraiment un travail qui a été fait virtuellement, et c'est ça qui a fait que... parce que Nocturne, moi j'ai jamais rencontré parce qu'elle habite au Japon. Bah oui, donc c'est une personne française qui habite au Japon. Et donc elle a... et ce qui fait que ça a étendu aussi ce territoire où on pouvait rencontrer ces nouveaux talents. Merci. Je ne sais pas s'il y a une dernière question. Oui. Avec tous les textes qui ont été reçus dans le cadre du concours, est-ce qu'ils ont trouvé des choses qui vont publier ne plus que sur le site pour un peu justement promouvoir des jeunes. Hélas, non, mais alors je pense qu'en fait, ils ne les publient pas sur le site parce qu'en fait, ils veulent donner la chance à ces textes-là de vivre une vie éditoriale. Parce que si on les publie sur le texte, sur Internet, ensuite, ils sont divulgués. Ce serait dommage, en fait, parce qu'il y avait vraiment des textes qui ont été vraiment de très bonne qualité, comme je vous disais, et qu'ils n'ont pas été retenus parce que... Il y en avait un, par exemple, on l'a trouvé trop adulte. Bah, voilà. Donc en fait, c'était un texte qui parlait beaucoup c'était très douloureux en fait. C'était quelque chose de très très intime et très douloureux et on s'est dit, moi j'ai adoré ce texte, mais c'était très, comme on dit, très dark, très sombre et ouais, très noir et ça correspondait pas au code couleur qu'on avait l'intention de mettre sur la couverture. Mais donc cette personne-là, je crois qu'elle a été contactée par l'éditrice qui lui a dit n'hésitez pas à le donner, à l'envoyer à d'autres éditions, pas forcément à jeunesse, justement, quelque chose de plus adulte, qu'on vous suive. Donc je ne sais pas quelle suite, mais en tout cas ce qui a été décidé, c'est que chaque personne qui avait envoyé un texte recevrait une réponse personnalisée de l'éditrice. Ça c'est un énorme travail pour l'éditrice, parce que la plupart du temps, vous envoyez un truc, on vous dit non, si on vous répond déjà... Là, c'est super. Et si on vous répond, c'est souvent un texte très très automatique, donc merci beaucoup, c'était super, mais voilà. Et en fait, elle a tenu à faire des personnalisés parce qu'elle se doutait que les personnes qui écrivaient, c'était peut-être la première fois qu'elles écrivaient et qu'il fallait pas, qu'il fallait continuer à les encourager et de dire qu'elles allaient, que ce n'est qu'un concours et que si vous avez fait une fois, vous le ferez plusieurs fois. Voilà. Donc et là-dessus, je pense que heureusement qu'elles sont payées pour ça, parce que si ça avait été une association bénévole, voilà, on peut pas faire ça. En tout cas, je sais que Diveka, c'est des bénévoles qui font ça sur leur temps personnel, et clairement, elles ne peuvent pas prendre en charge ce genre de choses. Et le fait d'avoir un partenariat avec les maisons d'édition qui ont des personnes salariées qui donc travaillent et de justement mettre à jour des talents, de les nourrir, en fait, d'avoir des relations avec ces personnes-là pour qu'elles évoluent, qu'elles grandissent, etc. Eh bien, c'est bien qu'elle le fasse. Ben voilà, je vous remercie. Merci à tout le monde. Je pense qu'on peut les applaudir. Merci.